Bonjour à tous et bienvenue. La conférence va débuter dans quelques minutes. On va laisser encore un petit peu de temps aux personnes qui n'ont pas eu le temps de se connecter mais qui se sont bien inscrites. On est au courant que ce matin, c'est pas forcément le plus facile entre les pénuries d'essence et les grèves. Donc on va juste laisser un petit peu le temps aux personnes qui souhaitent se connecter. On vous remercie en tout cas de votre présence. Donc, je pense qu'on va démarrer à 35. Donc, vous avez encore 2 minutes pour aller vous chercher un café, vous installer confortablement avant qu'on vous délivre toutes nos actualités respectives. Ça augmente déjà, donc on a bien fait d'attendre. Eh bien, allez, 35, première chose vue. Bonjour. Nous allons donc débuter cette troisième réunion régionale du comité régional Net Entreprise. Une nouvelle fois, donc je remercie les participants qui se sont connectés ce matin. Comme à l'accoutumée, aujourd'hui, la GIRCARCO, la CARSAT, les CEPAM, le CETIP, le JPMDS, France Assureur, Mutualité Française et les URSSAF Auvergne et Rhône-Alpes vous proposent de vous accompagner et vont vous présenter sur le diaporama que vous allez suivre l'actualité sociale de leurs organismes respectifs. Pour vous accueillir, on aura Sandrine Giroux pour l'URSSAF Auvergne-Rhône-Alpes, Sophie Pouzergue et Christophe Gargan pour la GIRCARCO, moi-même pour la CARSAT Rhône-Alpes, donc Julien Husson, et Dorian Mazil de la CEPAM de l'Ardèche. Enfin, nous aurons Quentin Ly pour le CETIP, Jean-Marc Cellier pour France Assureur, et enfin Circé Crouch-Guilhem de la Mutualité Française. Ce webinaire ne pourrait pas se tenir sans nos experts qui seront présents dans le chat et qui se feront un plaisir de vous répondre. Donc seront présents l'irremplaçable Didier Kuhn, que je remercie une nouvelle fois pour son implication dans le comité et son soutien. Il sera accompagné d'Alexia Martin pour le JPMDS, Isabelle Vidalta pour l'URSSAF, Frédéric Arsène et Flore Laurent pour la GIRCARCO du groupe Clésia, Sabrina Bouizer pour la CEPAM de Savoie, Franck Emieux pour le groupe AG2R La Mondiale, CETIP et FNMF, et enfin Florent Trompa pour le CETIP groupe ProBTP. Donc n'hésitez pas à leur poser leurs questions, même les questions les plus dures. Ils sont rodés, ils sont prêts, ils attendent que ça. Ce webinaire, il va se dérouler en 4 modules qui vont vous être présentés avec un temps de questions-réponses à la fin de chaque module. Il faut juste intégrer le fait qu'on ne pourra pas bien évidemment répondre en direct à chaque question. J'en prendrai une ou deux dans le chat. Donc voilà, donc on en prendra une ou deux sur lesquelles on répondra en direct. Pour les autres, ça fera l'objet d'une réponse soit directement par nos experts, soit une foire aux questions qui sera disponible, sur lesquelles on apportera ces réponses, qui sera disponible sur le site Net Entreprise. Je vous souhaite un bon webinaire. Juste avant, on va faire un petit point sur la technique vis-à-vis de l'outil en lui-même. Donc, on vous conseille de ne pas utiliser Internet Explorer, mais de privilégier Google Chrome. On n'a pas d'action promis, mais maintenant on a l'expérience, on sait que ça marche un petit peu mieux. Pour tous les problèmes de son ou de vidéo, ils peuvent être résolus avec le bouton « Gérer » que vous avez en bas. On peut aussi vous conseiller de rafraîchir la page, c'est 75% des cas résolus. C'est souvent bête et méchant, mais c'est comme ça que ça marche. Retester la vidéo ou le son. Vous avez un lien sur la page technique, directement sur le PowerPoint aussi, vous pouvez cliquer dessus. Ou le dernier recours, j'espère qu'on n'en arrivera pas là, envoyez un mail à l'adresse que vous avez à help@livestorm.co. La durée de la présentation, on va s'y tenir, promis, ce sera 2 heures. Le replay sera disponible bien évidemment dès la fin de la présentation. Le support, il est accessible dans le bouton nuage que vous retrouvez dans l'application. Des émoticônes, moi, je suis un fan des émoticônes pour nous dire bonjour, bravo, ou même si vous n'êtes pas content, alors un peu moins, moi j'aime bien les cœurs, mais pour réagir aux présentations qui vous seront proposées. Les questions et les réponses dans l'onglet questions. Il y aura une synthèse qui sera également disponible sur le site Net Entreprise.
Et durant ce webinaire, il y aura donc des sondages en live qui seront adaptés par rapport au contenu qu'on vous a présenté. Donc, on vous invite bien évidemment à réagir et à répondre à ces sondages. Au niveau de l'ordre du jour, donc nous accueillerons Sandrine pour la première partie, donc, qui vous présentera les actualités de l'URSSAF Auvergne-Rhône-Alpes avec la nouvelle cinématique déclarative et le dispositif bonus-malus. Ensuite, pardon, excusez-moi. Ça sera le tour de l'Agir Carco pour vous présenter son œuvre de fiabilisation des DSN à la maille individualisée par Sophie Pouzergue et Christophe Gargan. Ensuite, ça sera moi qui vous présentera les actualités risques professionnels et retraites. Ensuite, nous accueillerons nos collègues des CEPAM qui vous présenteront les nouveautés concernant les nouvelles embauches et le congé paternité. Ensuite, l'utilisation de l'outil DSN FPOC et s'approprier les fiches de paramétrage organismes complémentaires par nos collègues Quentin Ly du CETIP, Jean-Marc Sellier et Circé Guilhem. Et voilà, c'est tout bon. Donc, je vais laisser la main à Sandrine. Et une nouvelle fois, je vous remercie et je vous souhaite à tous et à toutes un bon webinaire. Sandrine, c'est à toi. Donc, bonjour à tous, je vais commencer par me présenter. Donc, Sandrine Giroux, je suis cadre technique au pôle d'expertise de la direction des employeurs de l'URSSAF Rhône-Alpes. Donc, je vais vous parler de la nouvelle cinématique déclarative et du dispositif bonus-malus de l'assurance chômage. Oula, je ne vois plus le support, désolée. Voilà. Donc, on commence par la nouvelle cinématique déclarative relative à la fiabilisation des données. Donc, depuis plusieurs années, la stratégie des URSSAF est la fiabilisation. Chaque année, dans des plans annuels de fiabilisation qui permettent d'améliorer la qualité déclarative des données de la DSN, de sécuriser non seulement le recouvrement, mais également le droit des salariés, par exemple sur le Pôle emploi, sur les droits à la retraite au niveau de la CARSAT, etc. Une stratégie a été mise en place depuis avril 2022 avec 2 URSSAF pilotes qui sont les URSSAF d'Aquitaine et Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui ont permis de mettre en place un nouveau dispositif de fiabilisation qui vont poursuivre ces actions de fiabilisation avec une prévention des anomalies, avec un travail avec des éditeurs, tout ça afin de mieux vous accompagner en tant qu'employeur, en tant que tiers déclarant, pour pouvoir effectuer la correction de ces anomalies déclaratives et surtout de mettre en place une correction au fil de l'eau avec de nouveaux contrôles qui vont être intégrés au sein de la DSN et au sein des comptes rendus métiers, donc on le verra plus tard. Et tout ça, la différence avec la fiabilisation antérieure, je dirais, malgré qu'elle va quand même continuer sur l'année 2022, la fiabilisation, elle se fait pas au fil de l'eau, elle se fait sur des périodes antérieures. Donc, pour pouvoir mettre ça en place, un référentiel de contrôle a été créé avec 3 types de contrôles. Un contrôle sur la donnée agrégée DA, comme son nom l'indique, qui va se faire sur la donnée agrégée. Ça, c'est un contrôle qu'on a actuellement, que vous trouvez dans votre tableau de bord, par exemple, une erreur sur le versement mobilité. Attends, excuse-moi Sandrine, je me permets juste d'intervenir un tout petit peu. Je vois juste sur les questions des personnes qui n'ont pas d'image. Simplement, est-ce que vous pouvez me confirmer qu'il y en a quand même qui voient l'image, s'il vous plaît? Ou est-ce que c'est juste un problème lié à certaines personnes? Je suis désolé, Sandrine. Pas de souci. A priori, il faudrait rafraîchir la page, s'il vous plaît. Merci de vos réponses. A priori, voilà, on est sur quand même une majorité de personnes qui voient le diaporama. Donc, rafraîchissez, comme il a été conseillé. Merci à vous de le faire. Et du coup, pour ne pas perdre de temps ou pour rester dans le timing, Sandrine, tu peux reprendre la main. OK. Donc, je disais 3 nouveaux contrôles. Donc, le premier sur la donnée agrégée et
de nouveaux contrôles en plus de la donnée agrégée, un sur la donnée individuelle, qui va contrôler la présence de cette donnée et la cohérence entre les données renseignées. Et le dernier contrôle, une cohérence et une présence entre la donnée individuelle et la donnée agrégée. Une nouvelle norme, la norme NERO-RES, la norme d'échange optimisé des retours sociaux, qui va arriver au 1er janvier 2023 et qui va permettre, via des comptes rendus métiers, des CRM, d'avoir une homogénéité des retours et surtout permettre d'industrialiser, d'automatiser la prise en compte de ces anomalies au niveau des logiciels de paye et également une plus grande précision pour faciliter les corrections grâce également à un outil qui a été mis en place au niveau de l'URSSAF. Donc certains contrôles pour anticiper le changement de cette norme, des contrôles ont été créés à compter de l'exigibilité d'octobre, donc de période d'emploi de septembre. Donc c'est ce qu'on va voir sur la slide d'après. Donc actuellement, donc on va dire avant la période de septembre, on avait un compte rendu de cotisation et de télépaiement qui était transmis à chaque dépôt de DSN, que ce soit avant ou après l'exigibilité et instantanément. Cet accusé de ce CRM, il restituait un accusé de réception sur le paiement, éventuellement les anomalies liées au paiement et des contrôles sur la donnée agrégée, sur le mois principal et également sur les blocs de régularisation. À compter de l'exigibilité d'octobre, un nouveau compte rendu métier sur les données nominatives est mis en place. Il est, comme le premier, transmis à chaque dépôt de DSN, que ce soit avant ou après la date d'exigibilité. Il va restituer les anomalies sur les données individuelles, sur la cohérence des données individuelles et des données agrégées et sur le mois principal. Donc ça a été testé depuis avril donc par nos 2 URSSAF pilotes qui sont Aquitaine et PACA. Donc en 2023, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec le changement de norme, une évolution de ces comptes rendus métiers, un nouveau compte rendu métier CRM H+4 qui va être distribué après le dépôt de la DSN et avant l'exigibilité. Il va permettre donc il va, comme son nom l'indique, être transmis 4 heures au plus tard après le dépôt de la DSN, avant exigibilité, ce qui va permettre de pouvoir effectuer les corrections et déposer une DSN annulaire en place. Après l'exigibilité, un nouveau compte rendu métier à J+5, donc J comme jour, qui va faire un bilan sur les anomalies qui ont été effectuées sur la période courante et pour les données individuelles et sur la période courante et les blocs de régularisation sur la donnée agrégée. En 2024, deux nouveaux comptes rendus métiers. Le premier, un CRM de rappel qui sera fourni sans dépôt de DSN, un bilan des 6 premiers mois, donc de la période de janvier à juin 2024. La date, elle est à définir, on va dire juillet-août 2024. Donc un compte rendu de rappel qui va faire le récapitulatif de l'ensemble des anomalies de la période de janvier à juin. En fin d'année, un CRM annuel qui va également être déclenché automatiquement et qui va faire le récapitulatif des anomalies constatées sur la période de janvier à décembre 2024. Et une DSN de substitution, si malgré ce compte rendu de rappel et ce compte rendu métier annuel, aucune correction est faite,
on va se substituer à l'employeur ou au tiers déclarant. Donc ça, cette DSN de substitution, elle est indiquée dans le décret. Pour l'instant, il y a des analyses en cours. Voilà, donc on n'aura pas forcément les réponses à toutes ces questions. Il faut savoir que ça va exister. Tout pour pouvoir vous accompagner au mieux dans la correction de ces anomalies, c'est vrai que vous avez de nombreux outils, un cahier technique, un guide URSSAF, un tableur de cohérence pour les données individuelles, données agrégées. Tout ça, c'est un peu compliqué. Donc, un nouvel outil est mis à disposition. Cet outil, il s'appelle Suivi DSN. Donc, il est destiné à vous faciliter la consultation des anomalies, la compréhension et surtout accompagner à la résolution de ces anomalies. Donc, le calendrier de déploiement, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc, comment se présente cet outil? Donc, comme vous le voyez sur la slide, quand vous allez vous connecter donc sur votre compte en ligne sur ursaf.fr, vous allez avoir un onglet Suivi DSN. Donc, si vous n'avez pas cet onglet, il va falloir voir dans vos paramètres et éventuellement cocher la case tableau Suivi DSN. Donc, quand vous allez vous connecter, vous allez voir que vous avez des anomalies. Vous avez une vue, 3 modes de vue. Donc, sur la gauche, une vue par établissement. Au milieu, une vue par individu. Et à droite, une vue par typologie d'anomalie. Avec une possibilité de correction par anomalie ou par individu. On est d'accord que c'est un outil de consultation des anomalies, d'aide à la correction. Donc, ce n'est pas parce que vous allez aller dans cet outil que ça va corriger les anomalies. Vous allez avoir la possibilité d'accéder à des synthèses. À chaque fois que vous allez consulter une anomalie, de l'ajouter dans votre synthèse. Une fois que vous aurez consulté l'ensemble de vos anomalies, vous allez pouvoir les extraire dans un fichier Excel et pouvoir modifier les paramétrages dans votre logiciel de paye. Donc voilà, donc là, vous allez avoir, lorsque vous déposerez votre DSN, un mail qui va vous signaler cette anomalie. Le mail, il n'est encore pas mis en place, il devrait être mis en place à compter de la fin du mois de novembre, qui va donc vous indiquer d'aller vous connecter sur votre espace ursaf.fr, suivi DSN, donc avec le compteur. Et voilà, une vue par établissement, suivant la typologie de l'entreprise, soit vous allez faire une correction par établissement, soit par typologie d'anomalie. Là, on vous a mis un exemple, c'est juste pour vous indiquer que pour vous aider à corriger, on a besoin de connaître la situation de l'entreprise ou des salariés. Là, on est sur le cas d'une entreprise qui fait partie de la fonction publique. Et qui emploie et qui utilise sur sa déclaration, sur sa DSN, de la réduction générale. La fonction publique n'est pas éligible à la réduction générale. Donc, dans un premier temps, on indique que pour la salariée X, on a de la réduction générale à tort. Donc, on va poser la première question, savoir si vraiment l'entreprise fait partie de la fonction publique. Donc oui, dans ces cas-là, vous n'avez pas lieu d'utiliser la réduction générale. Donc on lui dit ce qu'il faut faire. Et vous allez annuler le code type de personnel 668 relatif à la réduction générale dans le bloc 23 de votre DSN par un bloc de régularisation. Et si ce n'est pas un établissement de la fonction publique, dans ces cas-là, merci de vous orienter auprès de votre centre de formalité pour effectuer la modification de la forme juridique. Voilà, et sur la droite, vous voyez la synthèse que vous allez pouvoir extraire au format Excel. Donc voilà, j'en ai terminé sur cette première partie. Est-ce que tu as une question, Julien? Hop, alors je remonte le fil des questions, bien évidemment. Forcément qu'il y a des questions, sinon c'est pas rigolo. J'imagine.
Et en gros, la question, oui, c'est que va nous apporter ce nouvel outil suivi des SN? Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cet nouvel outil, il va permettre de vous accompagner. Jusqu'à maintenant, vous aviez des courriers qui étaient assez longs, assez complexes et pas forcément d'accompagnement. Donc, grâce à ce courrier, on va, à compter de maintenant et encore plus avec l'évolution de la norme en 2023, vous indiquer vraiment les blocs à corriger et grâce à cet outil suivi DSN, vous permettre de regrouper l'ensemble des anomalies dans un fichier pour pouvoir les corriger au sein de votre logiciel de paye. Donc, on va continuer sur le bonus-malus de l'assurance chômage. Donc, qui a été créé suite à la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Donc, un petit rappel, tout employeur de droit privé qui est établi en France et doit assurer contre le risque de privation d'emploi l'ensemble de ses salariés. De ce fait, il est redevable d'une contribution patronale au taux de 4,05%. Cependant, donc l'article L5422-12 du Code du travail prévoit la possibilité de minorer ou de majorer ce taux de contribution d'assurance chômage de chaque employeur en fonction de différents critères qu'on verra plus tard. Quel est l'objectif du bonus-malus? Tout simplement de lutter contre la précarité en incitant les employeurs à proposer davantage de contrats à durée indéterminée ou de rallonger la durée des contrats à durée déterminée plutôt que d'avoir recours à des missions d'intérim ou à des CDD très courts. Ce dispositif va permettre de moduler le taux de la contribution d'assurance chômage à la hausse ou à la baisse. À la hausse avec un plafond de 5,05% et un plancher de 3%. Donc, une foire aux questions est disponible sur le site du ministère du Travail. Vous aurez le lien sur le support. Le champ d'application. Donc, les employeurs qui sont concernés, c'est les employeurs de plus de 11 salariés, avec, en cas de franchissement du seuil des effectifs à la hausse, l'application de la loi Pacte sur 5 années, en fait. Et en cas de franchissement à la baisse du seuil d'effectifs, de repartir le compteur à zéro. Donc, on repart sur nos 5 années. Sur cette création de ce nouveau dispositif de bonus-malus, on a 7 secteurs d'activité qui ont un taux de séparation moyen supérieur à 150%. Donc, vous avez la liste. On a la fabrication de denrées alimentaires, de boissons, de produits à base de tabac, production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et des pollutions, autres activités spécialisées scientifiques et techniques, hébergement, restauration, transport et entreposage, fabrication de produits en caoutchouc et en plastique, ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques, et le travail du bois, industrie du papier et imprimerie. Donc, cette liste, elle a vocation à rester la même pendant les trois ans, donc 2022, 2023, 2024. Avec, compte tenu de la crise sanitaire liée au Covid, une exclusion pour la première année, donc pour 2022, des entreprises qui ont fait partie du secteur 1. Donc, elles vont être exclues la première période. Pour calculer ce taux modulé, il va falloir déterminer le taux de séparation. Donc, qu'est-ce que le taux de séparation? Donc, sur une période de référence qui va être du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, on va récupérer le nombre de fins de contrat de travail ou de missions d'intérimaires qui ont généré une inscription au Pôle emploi dans les 3 mois. Voilà, ce taux de séparation, il sera notifié aux employeurs par les URSSAF au plus tard 15 jours après le début de la période d'emploi. Le nombre de séparations, il correspond au nombre d'inscriptions sur la liste donc des demandeurs d'emploi qui sont intervenus sur la période de référence que je vous ai donnée tout à l'heure.
et qui sont suite à une fin de contrat ou une fin de contrat mise à disposition qui va être intervenue dans les 3 mois, sur la liste des demandeurs d'emploi, et du nombre de fins de contrat mis à disposition lorsqu'un salarié est déjà inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi. Donc cette liste, elle nous est fournie par Pôle emploi. Donc les périodes de référence, donc la première année, on est en décalage sur l'année de référence. Donc en 2022, comme indiqué tout à l'heure, du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022. En 2023, du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. Et à compter de 2024, on repart sur des années civiles. On aura 2022, 2023, etc. Il nous faut également, pour calculer le taux modulé, le taux de séparation médian du secteur, qui correspond au nombre de médianes par exercice de référence des taux de séparation de l'ensemble des entreprises du secteur, avec bien sûr un effectif supérieur à 11 salariés, pondéré avec la part de la masse salariale de ces mêmes entreprises dans la masse salariale totale de l'entreprise du secteur, toujours avec les entreprises de 11 salariés et plus. Ce taux, il n'est pas contestable, il est notifié par décret, et donc le taux du secteur, là, il a été notifié le 24 août 2022. Donc, comment calculer la modulation de ce taux? Donc, un taux pivot à 4,05. Donc, il est possible que malgré le fait d'entrer dans ce dispositif, une entreprise soit éligible au bonus-malus et un taux pivot à 4,05. Donc, on va prendre le taux de séparation de l'entreprise et le taux de séparation médian du secteur. Ça va nous faire un ratio multiplié par 1,46 plus 2,59, pardon. Et donc, ce taux sera compris entre 3% et 5,05%. Une petite particularité pour les employeurs publics qui vont adhérer au régime d'assurance chômage par adhésion. Donc, pour leurs salariés, pour les salariés pour lesquels ils auront adhéré au chômage, ils seront bien éligibles, et bien sûr, pour les autres, non. Actuellement, compte tenu des 7 secteurs d'activité, la fonction publique n'est pas concernée. Donc, une comparaison au niveau des déclarations sur les DSN. Donc, avant l'exigibilité d'octobre, on avait, on va dire, 2 codes types de personnel, puisque le 3e, qui correspond au Docker, pardon, on n'est pas concerné en Rhône-Alpes. Donc, le taux à 4,05 de contribution d'assurance chômage sur le code type de personnel 772. La contribution d'assurance chômage pour les apprentis sur le CTP 423 à 4,05. Donc, à compter de l'éligibilité d'octobre, on a toujours notre code type de personnel 772, contribution d'assurance chômage, pour les entreprises qui vont être exclues du dispositif, et également pour les contrats exclus du dispositif, comme les contrats de professionnalisation, contrats d'accompagnement dans l'emploi, etc. On a toujours nos apprentis à 4,05 sur le code type de personnel 423. Pour les entreprises qui sont exigibles au dispositif d'assurance chômage, le code type de personnel 725, avec un taux notifié entre 3 et 5,05%. Et pour les entreprises qui adhèrent à des caisses de congés payés, le code type de personnel 769, avec une particularité, un montant de contribution. Donc voilà, là on vous dit que pour régulariser sur la maille nominative, la correction sur le taux devra être effectuée soit en mode annulaire en place complet, c'est-à-dire annulaire en place de l'assiette, du taux de cotisation, du montant de cotisation, soit en mode différentiel. Au niveau de l'URSSAF, on préconise un mode annulaire en place.
Et bien sûr, en cas d'erreur sur la maille agrégée, une régularisation doit être fait également en mode annuler en place. Une petite particularité, les notifications sur l'exigibilité du bonus-malus ont été adressées le 29 août, sauf qu'on s'est aperçu de certaines erreurs. Donc, on avait des entreprises qui étaient éligibles et qui n'ont pas reçu de notification. Donc, une nouvelle notification a été adressée le 6 octobre. Voilà, en cas de contestation, n'hésitez pas à nous adresser la demande via votre compte en ligne. Et pour terminer, mise à disposition sur ursaf.fr un guide du déclarant sur le bonus-malus qui devrait répondre à nombreuses de vos questions. Des fiches consignes également disponibles sur Net Entreprise. Voilà la particularité pour un individu affilié à la caisse des congés payés qui est la 2570, la 2572, la modalité déclarative du taux de contribution d'assurance chômage du bonus-malus, le cas général, la correction d'un taux modulé de contribution chômage bonus-malus, la 2573, et enfin, la particularité pour les expatriés dans le cadre du bonus-malus, la 2574. Donc voilà, j'ai terminé de vous présenter ce dispositif. Je ne sais pas s'il y a une question, je suppose que oui. Hop là. Pardon, évidemment qu'il y a une question, Sandrine. Alors, j'en ai pris une sur le sujet de l'assurance chômage. Donc, la question est la suivante. Toutes les entreprises faisant partie des 7 secteurs d'activité sont-elles soumises à ce nouveau dispositif? Eh bien non, puisque les entreprises qui font partie des 7 secteurs d'activité et qui ont subi la crise sanitaire, qui font partie du secteur S1, vont être exclues de ce dispositif pour la première année. D'accord. Bon, je n'ai pas posé la question piège à laquelle tu n'avais pas de réponse. Je ferai mieux la prochaine fois. Voilà, j'ai terminé. Je vous souhaite un bon webinaire. Au revoir. Merci Sandrine. On va passer à l'ordre du jour numéro 2 avec l'Agir Carco. Sophie, Christophe, c'est à vous. Je vous laisse la main. Oui, merci Julien. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc Christophe Gargan de l'Agir Carco. Je vais juste vous dire 2 mots d'introduction avant de passer le micro à Sophie qui vous présentera le cœur du sujet. Donc c'est juste pour vous rappeler que donc le service DSN FIAB proposé par l'Agir Carco, c'est quelque chose qu'on a déjà eu l'occasion de vous présenter, mais comme la répétition est une des clés de la pédagogie, nous revenons avec cette présentation pour vous rappeler la genèse de ce service, ses fonctionnalités et aussi les nouveautés qu'on y apporte, puisqu'en fait c'est un service qui est en évolution permanente, donc c'est pas quelque chose de figé, c'est pas on capte les besoins au gré des interlocutions clients qu'on peut avoir et on essaye d'améliorer le service dans sa globalité. Donc c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui et donc je passe le relais à Sophie pour vous démontrer tout cela. Sophie, à toi. Merci, bonjour à tous. Alors, effectivement, un petit peu de contexte. L'outil DSN FIAB s'inscrit dans un processus de fiabilisation des DSN. Ce processus de fiabilisation, c'est véritablement un processus, un enjeu majeur pour l'Agir Carco. Et donc, l'Agir Carco poursuit ses activités de fiabilisation des données individuelles déclarées. Fiabilisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire vérifier la bonne cohérence des données avec la réalité. Et le pourquoi? Parce qu'il y a des impacts majeurs. L'impact, c'est l'attribution des justes droits à la retraite complémentaire pour les collaborateurs et également au regard du juste montant des cotisations sociales. Donc, cette démarche a été opérée en 2021 pour faire une fiabilisation au plus tôt, c'est-à-dire de vous avertir au plus tôt qu'il y avait des écarts, des anomalies déclaratives.
et ne pas attendre, jusqu'à présent on attendait avant 2021, et ne pas attendre qu'on vous, dans la démarche de recouvrement amiable, qu'on vous sollicite plusieurs mois après pour vous indiquer qu'on a constaté des anomalies. Donc là, c'est de vous avertir donc au plus tôt. Et ça, donc, cette démarche, elle s'est inscrite en 2021 et elle est montée en puissance en 2022 avec, pour vous, des fonctionnalités qui se sont enrichies sur l'outil DSN Fiab, le service en ligne, et côté conseiller de retraite, des outils qui ont été donc améliorés. Le processus est le suivant. Il y a suite donc à la réception au traitement des DSN, il y a un constat d'anomalie. Donc, un push mail est envoyé au déclarant, l'invitant à se connecter sur l'outil en ligne DSN Fiab. On lui indique donc sur cet outil donc les anomalies qui ont été détectées. À ces anomalies-là, on propose donc des pistes de correction. Et ce qui vous permettra, vous déclarant, de pouvoir donc régulariser et donc envoyer une nouvelle DSN qui régularise les éléments à corriger. Et par ailleurs, parallèlement, donc, on vous propose différentes fonctionnalités et notamment la demande de rappel, ce qui vous permet, en cas d'incompréhension, en cas de besoin de conseil, eh bien, de pouvoir effectuer une demande de rappel. Donc, cette demande de rappel, vous avez certains motifs qui va être dûment motivés, ce qui permettra donc au conseiller de retraite qui recevra une tâche de demande de rappel de pouvoir étudier ce dossier-là avant de vous rappeler. À noter, la partie push mail n'est pas envoyée dans tous les cadres, dans tout le cadre. Hein. C'est-à-dire que ça dépend certains critères de criticité, mais c'est pas parce que vous n'avez pas reçu de push mail que vous n'avez pas forcément d'anomalie déclarative. Donc, ce qu'on peut vous conseiller, c'est de vous connecter régulièrement à DSN Fiab, puisque toutes les données sont réactualisées au fil de l'eau, et ça vous permet de voir où en sont donc le traitement de vos DSN. Alors, je veux bien, Julien, si tu pouvais passer à la slide suivante, et te remercie. Ah oui, c'est vrai, excuse-moi. Désolé. Merci beaucoup. Okay. Donc, cet outil, il a été vraiment conçu et construit avec les déclarants. Donc, on est parti d'un besoin qu'avaient les experts comptables, c'était d'accéder à un seul point unique et d'accéder à toutes leurs données de retraite complémentaire pour leur portefeuille de clients. Ce besoin donc a été le fruit d'un partenariat entre l'Agirc Arrco et le Conseil national de l'Ordre des experts comptables. Ça a donné lieu à un challenge collectif, un hackathon, c'est-à-dire que des équipes composées d'experts comptables se sont réunies pour imaginer un produit qui réponde à leurs besoins. Donc ça, c'était en octobre 2020, et un an après, on a mis en ligne un nouveau DSN Fiab, dit gestion de portefeuille, qui permettait donc de retrouver donc un tableau de bord et l'ensemble des données de retraite complémentaire. Et comme l'a indiqué donc Christophe en préambule, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on a fait vérifier les besoins par des tests utilisateurs, les besoins, de voir si les fonctionnalités répondaient bien aux besoins, et on est toujours en constante évolution sur notre produit. Les fonctionnalités de DSN Fiab, eh bien donc c'est une vue synthétique du traitement des DSN par l'Agirc Arrco via un tableau de bord, et donc on voit les actions de fiabilisation qui sont à effectuer. On vous propose différents axes d'analyse, des axes un petit peu macro, tels que la vue établissement, ou plus fine par salarié, ou en milieu par typologie d'anomalie. À chaque anomalie, il y a un diagnostic qui est proposé. Vous avez aussi des fonctionnalités d'export des données qui vous sont proposées, d'extraction. Sur toutes les vues, vous avez des extractions pour vous aider à mieux voir les éléments.
Et comme on disait tout à l'heure, l'accompagnement personnalisé via la demande de rappel. Cette demande de rappel, d'ailleurs, elle a été rendue beaucoup plus disponible. Là, au 30 septembre, on a monté en production une nouvelle fonctionnalité. C'est la demande de rappel qui se présente comme un bouton flottant et qui est disponible sur plusieurs vues et qui vous permet donc de pouvoir demander à être appelé si besoin. Merci beaucoup. Comment y accède-t-on? Donc, eh bien, on y accède par plusieurs axes. Depuis 2020, c'est depuis vos espaces clients de vos caisses de retraite. Ensuite, en octobre 2021, eh bien, pour ceux qui sont donc clients de jedéclare.com, eh bien, depuis octobre 2021, donc vous avez dans la barre de navigation de votre espace client de jedéclare.com, dans la partie partenaire, et bien après partenaire, vous avez donc DSN Fiable, Agir Carco. Et depuis donc cette année, depuis avril, sur l'espace Net Entreprise. Donc, c'est-à-dire que dans le pavé DSN général, vous pouvez donc, régime général, vous accédez donc aux services complémentaires et dans ces services complémentaires, vous avez DSN Fiable, Agir Carco DSN Fiable. Une petite précision concernant donc l'accès à Net Entreprise. Pour accéder aux données de DSN Fiable, il faut utiliser le compte de dépôt des DSN. C'est avec ce compte-là, donc les identifiants du compte de dépôt DSN, qui vous permet d'accéder, eh bien, pour toutes les DSN que vous avez déposées, eh bien, aux données de retraite complémentaire. Voilà pour cette précision. Donc voilà, merci beaucoup. Et donc là, vous voyez, on vous a mis en une seule slide donc les évolutions de DSN Fiable. En octobre en 2020, ensuite en 2021 avec cette issue donc de cet hackathon et cette vision portefeuille, et puis en février 2022, donc cette année, donc vous voyez, il y a eu donc le tableau de bord qui s'est enrichi de fonctionnalités. Une autre précision que je tenais à vous apporter, c'est-à-dire que donc l'outil a été mis en place en 2020, c'est-à-dire que là on est en 2022, vous pouvez donc accéder à l'historique de vos données depuis 2020, c'est-à-dire que voilà, vous modifiez votre exercice et vous avez un historique donc en l'occurrence ici de 2 ans. Merci beaucoup. Donc là vous voyez un peu plus donc le tableau de bord. Ce tableau de bord de 2022, donc où vous pouvez donc accéder, comme je le disais tout à l'heure, à des vues, comment dirais-je, des vues différentes. Vous avez donc selon votre tableau de bord, et selon bien sûr l'exercice sélectionné et selon le portefeuille sélectionné, bien vous accédez à la vue au traitement des DSN, à ce qui résulte du traitement des DSN. Donc là, on voit que les curseurs sont au rouge. On sait que vous avez des fiabilisations qui sont à effectuer. Imaginons qu'il n'y ait rien à faire. Eh bien, en lieu et place des rouges, vous auriez une coche verte. Donc, en un seul coup d'œil, vous voyez en fonction de votre portefeuille d'exercice les actions de fiabilisation à faire selon les différentes mailles. À la slide suivante, on voit, c'est la partie portefeuille. Donc, la partie portefeuille client, quand vous connectez, vous avez donc toute une série d'établissements qui sont remontés. Ces établissements qui sont remontés, eh bien, c'est les établissements pour lesquels vous êtes habilité à voir les données. Donc, une précision, selon votre source de connexion, vous pouvez ne pas avoir le même portefeuille. Si je prends un exemple, vous vous connectez depuis votre espace personnel de votre caisse de retraite ou votre espace personnel depuis Net Entreprise ou de jedéclare.com, eh bien, le portefeuille client ne sera pas le même. C'est la source de connexion qui nous indique les SIRET sur lesquels vous êtes habilité à consulter vos données. S'il vous manque un SIRET, vous devez voir avec votre source de connexion pour demander à ce qu'il soit rajouté.
Donc voilà. Et ensuite, avec donc l'ensemble des sirettes, pour certains d'entre vous, vous avez énormément de sirettes, vous pouvez donc constituer des sous-portefeuilles pour vous faciliter la vie. Donc ça veut dire qu'un sous-portefeuille va être constitué de X établissements, ce qui vous permettra ensuite, lorsque vous retournez sur votre tableau de bord, de sélectionner votre sous-portefeuille que vous avez créé, et votre tableau de bord se réactualise en fonction de votre sélection. À la slide suivante. Merci beaucoup, Julien. Donc là, c'est pour faire une vision. Donc tout à l'heure, on voyait l'encart établissement. Donc on sait qu'on a un nombre d'établissements fiabilisés. Lorsqu'on clique sur le détail, on accède à cette vue-là, c'est-à-dire par défaut sur les établissements qui sont fiabilisés. Bien sûr, vous pouvez voir tous vos établissements. Et donc, en l'occurrence, ce que je voudrais vous mettre en exergue, c'est que là, vous avez tous vos établissements fiabilisés. Donc, avec l'ampoule diagnostic, en cliquant dessus, vous accédez donc aux anomalies qui ont été détectées pour cet établissement, avec une piste de résolution globale. Vous pouvez également donc demander à être rappelé via la demande de rappel, là on l'a souligné, mais surtout ensuite vous pouvez accéder aux détails, à la maille plus fine, c'est-à-dire à la maille salariée. Soit vous pouvez accéder à la maille les salariés qui sont fiabilisés de cet établissement-là, ou les salariés qui sont fiabilisés, qui rencontrent cette anomalie-là de cet établissement-là. Voilà, donc il vous est proposé différents filtres pour aller à la maille la plus fine, qui est la maille salariée. À la slide suivante, on voit ici donc la partie salariée. Donc, c'est-à-dire que vous aviez dans l'encart X salariés donc à fiabiliser. Lorsqu'on vous arrive sur le détail, par défaut, vous êtes sur le filtre des salariés à fiabiliser. On vous propose toute une série de fonctionnalités de tri. Par exemple, vous pouvez trier par montant et carte de cotisation. Vous pouvez également trier par l'impact point. L'impact point, c'est en effet de mettre donc via une jauge. On met une jauge avec des petits curseurs, soit pas d'impact, et plus on a un impact, plus c'est rouge. C'est-à-dire que dès lors que l'anomalie a un gros impact sur l'attribution des points du collaborateur, eh bien on va vous le signifier via cette jauge de couleur. Donc là, c'est pour vous mettre ça plus en exergue. Lorsque vous allez sur la ligne détail de votre salarié, donc votre salarié, on indique donc toutes les anomalies. Il y a donc, et pour l'anomalie qui est référencée, recensée, on met bien une croix rouge, c'est-à-dire que vous avez une certaine historisation de l'anomalie sur l'exercice en cours. L'anomalie, on vous indique le mois où lesquels elle a été détectée, donc via une croix rouge. Si l'autre mois, il n'y a pas eu d'anomalie, il y a la coche verte qui vous indique que tout va bien. Et ensuite, lorsque vous allez ensuite régulariser, eh bien, lorsque vous reviendrez sur votre outil, votre service en ligne, vous pourrez voir que sur votre ligne, là où il y avait une anomalie détectée via la croix, cette croix a été remplacée par une coche mauve. Et donc, en passant la souris, vous voyez que ça a été bien pris en compte, votre régularisation. En effet, vous voyez merci beaucoup. Le tableau de bord, les données du tableau de bord se réactualisent, vous voyez, au fil de l'eau. Et dès lors que vous avez opéré une régularisation, eh bien ensuite, eh bien, elle se matérialise sur le front office. Et effectivement, donc, pour revenir à notre croix, à chaque fois qu'il y a une anomalie, une croix rouge, et à chaque croix rouge, il y a effectivement un petit bouton de diagnostic. À la slide suivante, merci. Donc, ça veut dire que le diagnostic, là, on est à une maille très fine, on a la maille salariée. Donc, on va être beaucoup plus fin dans nos pistes de proposition de correction. Parfois, on va vous poser des questions pour vous donner des pistes de correction avec des données, déclarées. Parfois, on vous indique un constat. Par ailleurs, donc toujours pareil, vous pouvez demander d'être rappelé si ça ne vous convient pas ou pour toute autre raison. Nous, côté caisse de retraite, on s'engage à vous rappeler dans un délai maximum de 8 jours. Et par ailleurs, donc, vous avez plusieurs, on disait tout à l'heure, fonctionnalités dont l'extraction.
Et donc là, à l'extraction, là, vous avez des fichiers, un fichier Excel que vous pouvez donc télécharger et qui est constitué par eh bien toutes les données qui ont été déclarées vérifiées pour chaque individu. Donc voilà, en synthèse, c'est ça. Alors je ne sais pas si vous connaissez DSN Fiable, mais je vous encourage vivement à consulter et y accéder. Pour l'exercice 2022, à titre d'illustration, on a eu à peu près plus de 202 000 connexions. Et donc voilà, je vous encourage vraiment à y aller. Et si vous connaissez, que vous avez des suggestions d'amélioration, n'hésitez pas à nous donner des coordonnées parce que on organise assez régulièrement des tests utilisateurs pour nous permettre de nous améliorer et d'améliorer le service en ligne. Voilà ce que je pouvais vous dire. Merci Sophie. Tu n'échapperas pas aux traditionnelles questions. J'en ai sélectionné deux. La première un peu généraliste, mais je pense que ça peut être intéressant de le savoir. À qui s'adresse DSN Fiable? Alors, DSN Fiable, donc service développé par la Agir Carco, donc il s'adresse aux employeurs de salariés bénéficiant d'un contrat de droit privé, donc relevant d'une affiliation à la retraite complémentaire. Puisque vous avez vu, un DSN Fiable restitue à la maille salariée le traitement des DSN effectués par l'Agir Carco. Donc, il est donc destiné aux collaborateurs des entreprises et à leurs tiers déclarants, cabinets d'expertise comptable, qui travaillent dans les services de paye et de déclaration sociale. Très bien, merci. Et enfin, quelqu'un qui nous dit « J'utilise DSN Fiable, mais je ne trouve pas tous mes établissements. Pourquoi ?» Effectivement, alors pourquoi on ne trouve pas tous ces établissements? C'est parce que c'est la source de connexion qui nous indique les sirènes sur lesquelles vous êtes habilité à voir les données. Vous voyez, les données sont des données assez personnelles, donc c'est la source de connexion. Et effectivement, vous ne retrouvez pas, selon votre accès, vous ne retrouvez pas les mêmes portefeuilles clients. Et donc, ce que je peux vous préconiser, c'est de demander à votre source de connexion, alors je ne sais pas par où vous entrez pour accéder à DSN Fiable, et bien le rajout d'un établissement s'il était manquant. Mais on n'a pas la partie habilitation. La partie habilitation, vous voyez, c'est vraiment là où vous êtes inscrit, pour lesquels vous avez reçu des habilitations, voilà, à consulter différents services, dont là, en l'occurrence, DSN Fiable. D'accord, très bien. Merci Christophe, merci Sophie. Je vois que sur les questions, il y en a pas mal, donc une petite pensée pour nos modérateurs là, qui font du mieux qu'ils peuvent. Julien, ça va être à toi. Donc, ça fait un peu psychopathe dit comme ça, mais merci Julien. Donc, je me prends la main. Actualité des risques professionnels, donc, et un mot sur les outils en ligne aussi pour la retraite en ce qui concerne la CARSAT Rhône-Alpes. Alors, au niveau des risques professionnels, on tient à disposition des entreprises, notamment des TPE et des PME, un certain nombre d'accompagnements en termes de prévention. Donc, il y en a plus que deux, bien évidemment, mais je vais vous les détailler un petit peu juste après. On va démarrer avec les subventions prévention TPE. Un tout petit rappel du pourquoi, du comment. Bien évidemment, on ne développe pas des programmes de prévention comme ça dans la nature ou pour faire plaisir ou pour nous occuper. Ils sont bien évidemment basés sur des statistiques fiables et sur des démarches d'accompagnement qui sont liées à une sinistralité précise. Donc, c'est toujours important. Alors, certes, ce sont des chiffres 2019. 2020, je les ai eus il n'y a pas très longtemps. Je m'en excuse, je ne les ai pas mis à jour. Mais globalement, on est un petit peu sur des chiffres, de toute façon, qui restent beaucoup trop hauts. En termes d'AT, c'est 75 000 accidents du travail pour 6 millions de journées indemnisées. Les coûts directs, pour l'entreprise, vous le savez sûrement, ce sont les cotisations du taux AT-MP. Et enfin, les coûts directs qui ne sont pas neutres non plus, puisqu'ils viennent polluer aussi l'atmosphère de l'entreprise, ça va se traduire par l'absentéisme. Qui dit absentéisme dit forcément des désorganisations dans les équipes de travail, qui engendrent du retard dans les commandes. C'est un sujet aussi au niveau des difficultés à recruter. Mais même si on arrive à recruter, derrière, il y a du turnover, il faut former. Enfin, voilà, tout ça, ça vient un petit peu polluer l'entreprise. Les principales causes des accidents du travail, vous les avez à l'écran. Majoritairement, ce n'est pas forcément une surprise, on est à plus de 50% sur la manutention manuelle et pratiquement à 25% sur les chutes de hauteur
et de plein pied. Au niveau des maladies professionnelles, pareil, pas forcément une grosse surprise. Je crois qu'on a même passé le cap des 87, on atteint 90. En ce qui concerne la reconnaissance de maladies professionnelles, on est à plus de 87% sur des troubles musculo-squelettiques. Donc, comment on accompagne les entreprises justement pour régler ces problématiques de TMS ou de chute ou d'autres risques qui sont identifiés dans les entreprises. Alors, on a des programmes nationaux pour des entreprises, mais pour les TPE-PME, c'est le sujet du jour. Comment on va venir vous accompagner? On va venir vous accompagner en vous donnant un petit coup de pouce financier pour que vous puissiez investir dans des solutions de prévention. Alors, pour qui? Les subventions prévention TPE, elles sont ouvertes à toutes les entreprises qui ont un effectif compris entre 1 et 49 salariés. L'objectif, vous vous en doutez, mais c'est bien de le rappeler, c'est de prévenir les risques prioritaires ou spécifiques à votre secteur d'activité auxquels les salariés sont exposés. On en a parlé tout à l'heure, que ce soit des troubles musculo-squelettiques ou des chutes de hauteur, ou même des risques chimiques. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne de la façon suivante. On va venir vous financer en partie l'achat de matériel ou de certains équipements qui visent à réduire ces risques. Ça peut être également un financement sur un accompagnement par un prestataire ou un consultant extérieur qui va venir réaliser un diagnostic qui va répondre aux risques rencontrés dans votre activité. Et ça peut être aussi la montée en compétences par la formation de salariés ou dirigeants aux démarches de réduction des risques. Combien? Et là, hop, tout le monde regarde l'écran. Combien? Forcément. Le montant de la subvention, il est plafonné à 25 000 € par une entreprise sur une période donnée 2018 à 2022. Une entreprise, elle peut déposer 3 demandes de subvention sur la période, donc 2018-2022. La subvention, elle peut représenter de 25 à 70% du montant hors taxe de l'investissement réalisé. On vous a donné un petit exemple, 25% par exemple pour l'achat d'un échafaudage et 70% pour un diagnostic TMS Pro. Donc c'est ce fameux accompagnement par un prestataire ou un consultant pour réaliser le diagnostic. Je mets un peu les pieds dans le plat, il ne faut pas forcément voir d'une façon uniquement financement. On est bien d'accord, même si en ce moment, la situation économique des entreprises, elle est pas forcément confortable. Donc, un coup de pouce, c'est bien évidemment le bienvenu. Il faut vraiment, on n'est pas la Française des Jeux non plus, la CARSAT, il faut vraiment que ça corresponde aussi à une logique de prévention. Il faut que ça soit aussi intégré par l'entreprise, de dire, je peux peut-être renouveler mon parc, ou une machine, peut-être, mais il faut que ça corresponde vraiment à une problématique identifiée de prévention. C'est-à-dire, j'ai un salarié qui se blesse sur telle ou telle tâche, et comment je peux l'aider? J'identifie la source du problème. Comment je peux l'aider? En investissant justement sur du matériel neuf ou sur une montée en compétences par une formation. Voilà, ça faut vraiment que la démarche, elle parte de là, c'est de dire je vais faire mieux en prévention et nous derrière, on vous accompagne justement avec un financement. Alors, au niveau de ce dispositif, bien évidemment, ils sont proposés dans un cadre de programme prioritaire de prévention. On essaye qu'il soit le plus large possible, mais une nouvelle fois, il répond à des problématiques majoritaires qu'on retrouve beaucoup trop fréquemment dans certains secteurs d'activité. Pour déposer votre demande, vous avez jusqu'au 15 novembre 2022. Vos actions, elles sont réalisées et facturées à cette même date et les justificatifs doivent nous être envoyés, ce n'est pas très français ça, jusqu'au 15 novembre aussi 2022. On l'a vu tout à l'heure au niveau du montant et des taux de subvention, on parle toujours de hors taxe chez nous. Il faut un minimum de 1 000 à 2 000 € d'investissement et je l'ai dit tout à l'heure, c'est 25 000 € de subvention maximum avec un taux de subvention de 25 qui peut varier de 25 à 70%. Au niveau des conditions d'attribution, je le rappelle, bien évidemment, conditions d'attribution vis-à-vis de l'effectif. Il faut qu'il soit inférieur à 49 salariés pour les salariés du régime général. Bien évidemment, mais je ne me fais pas trop de soucis, il faut être à jour de ses cotisations URSSAF, sinon Sandrine, elle va vous courir après. Le document unique d'évaluation des risques, qui doit être bien évidemment mis à jour depuis moins d'1 an. Votre entreprise doit avoir adhéré à un service de santé et de prévention au travail. Bien évidemment, elle doit être aussi implantée en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer. Et aussi, chose importante, il y a un moment, si vous voulez, toutes ces subventions prévention, elles obéissent à une disponibilité budgétaire selon la caisse régionale. C'est-à-dire qu'une fois que l'enveloppe budgétaire elle est consommée, il n'est plus possible ou il faut attendre l'année prochaine pour pouvoir bénéficier à nouveau du dispositif.
Dans les conditions d'attribution, c'est pareil, c'est très important, je vous l'ai dit tout à l'heure, et je vous promets que c'est vraiment une des premières causes pour lesquelles on pourra faire un refus, c'est de bien regarder que les équipements sur lesquels vous souhaitez investir, ils respectent les conditions générales d'attribution qui sont conformes au cahier des charges de la subvention que vous avez identifié. Hein. Promis, ce n'est pas avec des petits astérix en Arial 2,5 où il faut avoir des lunettes triple foyer et une loupe pour voir à quoi ça correspond. Il faut simplement bien lire le détail de la subvention et bien voir la liste du matériel qui est subventionnable derrière. Ce n'est pas compliqué, je l'ai regardé moi-même. Hein, tout est bien détaillé et une nouvelle fois, voilà, on ne peut pas se tromper. Chose importante également, les équipements ils doivent être neufs et ne peuvent pas être financés par crédit bail, leasing ou sous la forme d'une location de longue durée. Vous avez des fournisseurs qui sont peu scrupuleux, hein, on va dire business is business, mais c'est quand même pas très classe, mais qui vont vous promettre que si sur du matériel d'occasion ou sur du leasing, la CARSAT, je vous promets, elle finance, regardez, j'ai le logo, il n'y a pas de problème. Mais c'est facile de faire un copier-coller sur Google Images du logo de la CARSAT Rhône-Alpes, donc méfiez-vous, ce n'est pas pris en compte dans la mesure où du matériel d'occasion, bah, il n'est pas forcément aux normes, et le leasing, à la fin, le matériel, il ne vous appartient pas. Je l'ai dit tout à l'heure, les équipements et les prestations commandées, hein, bien évidemment, après la date de début de la subvention et les factures établies durant la période de validité avant le 15 novembre 2022. Enfin, toujours dans les conditions d'attribution, le cumul des financements publics qui ne doit pas dépasser 70% du montant total de l'investissement. Et dans le cadre d'une formation, hein, cette formation elle ne peut pas être prise en compte également par un opérateur de compétences ou le crédit d'impôt formation. Motif de refus, donc ce serait d'avoir bénéficié déjà de 3 dispositifs différents de subvention depuis le 1er janvier 2018, ou d'avoir bénéficié d'un contrat de prévention au cours des 2 années précédentes, et chose un petit peu moins drôle, hein, pour lesquelles on pourrait vous faire un refus, simplement que vous faites l'objet d'une injonction d'une cotisation supplémentaire. Vous avez à l'écran l'ensemble des secteurs d'activité sur lesquels on intervient et sur lesquels on propose ces subventions prévention TPE, hein, vous le voyez, ça va aussi bien du secteur de l'hôtellerie et de la restauration, en passant par la coiffure, la métallurgie, le BTP, etc. etc. Donc voilà, donc, sous chaque secteur d'activité, hein, vous avez un dispositif, un TMS Pro Diagnostic, vous le voyez, il apparaît à chaque fois, hein, parce qu'on retrouve des TMS dans tous les secteurs d'activité, mais ensuite vous avez des programmes qui sont identifiés par rapport au secteur d'activité. Comment on dépose cette demande de subvention? Eh ben, je suis sûr que vous le connaissez, hein, je vous en parle depuis tellement longtemps que rien que de prononcer le mot, vous allez avoir peur. Tout se passe directement sur le compte ATMP sur Net Entreprise. Donc, bien évidemment, vous avez tous adhéré au compte ATMP sur Net Entreprise, et donc tout se passe directement sur ce fameux site. On le rappelle, hein, il faut bien penser à lire le document d'information, il faut bien penser aussi à réserver votre subvention, hein, c'est-à-dire que il ne faut pas payer tout de suite. Hein. On vous invite dans un premier temps à identifier le matériel sur lequel vous souhaitez investir, à nous en faire part. Comme ça, nous, on vous réserve une enveloppe correspondante à cet investissement. Et derrière, il y aura une étude qui sera bien évidemment effectuée par rapport à votre investissement pour en vérifier la validité, la pertinence. Et puis derrière, on vous donnera notre accord ou non. Mais voilà, il faut bien attendre notre accord avant de payer. Sauf si, bien évidemment, ce matériel, pour vous, c'est une nécessité absolue et que, en gros, si ce n'est pas pris en compte en partie par la CARSAT, tant pis. D'accord ? Pour toute demande de renseignements complémentaires, vous pouvez vous adresser à l'adresse que vous avez, incitation pluriel financière également pluriel, @carsat-ra.fr et on s'engage à vous répondre sous 2 mois. Alors, ces subventions prévention TPE, elles s'inscrivent dans un programme un petit peu plus large qu'on appelle le programme PPE. L'objectif, il est toujours le même, c'est de sensibiliser ces entreprises aux risques professionnels pour vous accompagner, on est toujours dans cette démarche d'accompagnement, de prévention, à évaluer et à analyser votre sinistralité ou à bien choisir votre matériel. Donc, ce programme, il propose une collection d'outils en ligne, alors très simple d'utilisation, on vous dit toujours que c'est super, ultra, méga simple. J'aurais peut-être dû enlever le très simple, le très surtout, il est simple d'utilisation, j'ai navigué moi-même un petit peu dessus, en essayant de me mettre à la place d'une entreprise qui n'est pas forcément au fait de la prévention, mais qui souhaite s'y intéresser. C'est assez ludique, c'est assez simple pour le coup.
Et vraiment, c'est du pas à pas. C'est-à-dire que ça s'adapte vraiment à l'entreprise de dire, si vraiment vous n'avez aucune démarche de prévention, vous avez déjà la première marche. Et voilà, donc c'est assez simple. Après, on a des outils un tout petit peu plus poussés, mais vous ne rentrez pas non plus dans un dispositif ou dans un accompagnement sur lequel vous n'allez absolument rien comprendre. D'accord ? Ils sont bien évidemment déclinés par secteur d'activité. Ça va du bâtiment, sur les filières de la métallurgie, plasturgie, restauration, etc., etc. Dans ce programme TPE, dont vous accédez, je vous ai dit, alors 8 outils en ligne, et là vous allez me dire, il n'y en a que 7, monsieur Husson, j'en ai bien conscience. Le 8e, justement, c'est ces fameuses subventions prévention TPE. Donc ça va de documents de sensibilisation, par des affiches, des rappels, tout simplement, que vous pouvez mettre dans vos ateliers ou simplement à lire. Ça va être des outils d'évaluation des risques, pour mieux comprendre et identifier une situation à risque. Ça va être aussi des outils d'analyse des risques, pour mieux comprendre pourquoi cet accident est arrivé. Après, derrière, vous avez des mesures socles de prévention qui vous sont proposées. Vous avez aussi des programmes de formation. Vous avez aussi un livret d'accueil numérique sur l'accueil des nouveaux qui est plutôt bien fait. Et enfin, vous avez aussi un outil de conception des locaux en 3D. Alors, c'est pareil, ça ne nécessite pas une installation du tonnerre avec un ordinateur de compétition. C'est un outil plutôt simple qui va vous éviter des erreurs toutes simples, justement, dans le cadre où vous souhaitiez je ne sais pas, déménager ou réaménager vos locaux. Je vais juste regarder sur la foire aux questions, puisque je vais me poser les questions à moi-même. Alors, si j'ai des questions, alors, sur les subventions prévention TPE, avant de regarder l'actualité retraite, j'en étais sûr. Concernant les subventions prévention TPE, la date du 15 novembre est assez proche, le temps d'avoir les devis, etc., etc. Le dispositif est-il reconduit l'an prochain? Je vais en prendre une autre de question finalement. Non, c'est une bonne question, c'est vrai que je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Au niveau du 15 novembre, en effet, c'est demain, c'est dans moins d'un mois. L'objectif de vous présenter cette démarche, ce n'était pas de créer de la frustration pour dire vous n'y avez pas droit, parce qu'en effet, ça semble un petit peu court, je vous le confirme. C'est simplement que je vous précise que ce dispositif, il est amené à être pérennisé dans le temps. Je vous parlais tout à l'heure des dates de 2018 à 2022. Cette date de 2018 à 2022, elle obéit simplement à une politique et une stratégie de prévention. Donc pour 2023, on aura de nouveau ces subventions de prévention TPE avec une nouvelle stratégie pour accompagner les entreprises, donc sur des nouveaux programmes, avec de nouveaux équipements, de nouvelles machines et de nouvelles formations, toujours sur une période de 4 ans, donc 2023-2027. Par contre, chaque année, il y a une enveloppe budgétaire qui est dédiée, donc je vous invite à être vigilant et être réactif justement quand vont paraître ces nouvelles stratégies de prévention sur ces subventions. Donc soit en vous connectant régulièrement sur le site de la CARSAT, soit en vous rapprochant de votre fédération professionnelle, puisqu'une nouvelle fois, tout est discuté en commission paritaire. Voilà. Actualité retraite. Au niveau des offres de services de notre service retraite, l'objectif toujours, c'est d'accompagner la préparation et le passage à la retraite des seniors de votre entreprise. Pour ça, on promouvoit deux actions. La première, c'est de former vos ressources humaines ou des relais de votre entreprise à part qu'ils deviennent les interlocuteurs privilégiés de vos salariés en amont de la retraite. Donc pour ça, en gros, vous nous écrivez à une adresse mail et vous nous demandez, en gros, est-ce que je peux monter en compétence sur des sujets, je ne sais pas, moi, alors soit sur la retraite généraliste, soit sur les pensions de reversion, soit sur les carrières longues, parce que dans la pyramide des âges de mon entreprise, je m'aperçois que je vais être confronté à cette problématique. On vous fait monter en compétence sur le sujet, comme ça vous êtes un petit peu plus à l'aise au moment où vous avez des questions. Deuxième offre de service, c'est de promouvoir l'adhésion des salariés à créer leur espace retraite sur le site de l'assurance-retraite.fr. Pardon. Au niveau de cet espace personnel, il y a 3 messages clés à retenir. Bien évidemment, c'est de le créer dans un premier temps. Une fois qu'il est créé, ce compte, vous accédez à des services en ligne personnalisés, donc avec le relevé de carrière, une estimation du montant et de l'âge de départ de votre retraite, etc., etc. L'objectif aussi, et le point fort de ce dispositif, c'est que vos salariés demandent directement leur retraite en ligne, en une seule fois auprès de l'ensemble des régimes de base ou de complémentaires auxquels ils ont cotisé. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est l'anticipation du dépôt de ce dossier. Il faut déposer un dossier complet 6 mois avant la date de départ pour garantir, c'est ça le plus important, un passage à la retraite sans interruption de ressources. Je pense que vous le savez sûrement, vous avez des salariés qui vont se réveiller 3 mois, de dire « Ah, au fait, j'ai regardé mon relevé de carrière, j'ai mon nombre de trimestres, je vais demander ma retraite. » Sauf que déjà pour vous, il faut avoir le temps de se retourner. Et puis pour nous, il faut simplement aussi le temps. Ça ne se fait pas comme ça, une régularisation de carrière.
hein, il faut avoir le temps de regarder que cette carrière, elle est conforme, hein, parce que ça se trouve, il manque peut-être des périodes qu'il faut compléter. Donc ça prend du temps, une régule de carrière. Donc voilà, donc les 6 mois, ils sont largement nécessaires. On peut même le faire un tout petit peu avant. Mais voilà, c'est 6 mois minimum, j'ai envie de dire. Oula, j'en ai déjà terminé. Je vais juste regarder si j'ai une question sur cette fameuse actualité retraite. Voilà, je prends les meilleures questions. Concernant la création de l'espace retraite, peut-on demander une régularisation de carrière avant 50 ans? Bon, c'est pareil, je vais changer de question. C'est pas pour créer de la frustration, promis. Alors, on peut demander une régularisation de carrière, oui. Avant 50 ans, non. Alors, c'est un peu brut dit comme ça. L'objectif, une nouvelle fois, c'est de faire partir à la retraite les gens qui peuvent en bénéficier assez rapidement. Hein, donc, je vous sensibilise et je vous encourage à créer votre espace personnel pour déjà anticiper. Hein, on est dans cette période d'anticipation, de regarder si la carrière déjà elle est conforme par rapport au reflet de votre activité. Si c'est le cas, tant mieux. Si c'est pas le cas, c'est de commencer à regarder un petit peu pour récupérer les documents qui nous permettront de régulariser la carrière. On régularisera une carrière à partir de 55 ans. Voilà. L'objectif, une nouvelle fois, c'est de fonctionner un petit peu en flux tendu et pas de cumuler les dossiers pour lesquels, finalement, en gros, on aurait beaucoup trop de stock et on ne donnerait pas satisfaction aux assurés. Voilà. Oula, excusez-moi pour le bip. C'est le problème du télétravail, c'est le lave-vaisselle qui vient de sonner. Voilà, tout simplement. Je vais laisser la main à mes collègues de la CEPAM et je vous remercie de votre attention. Dorian, c'est tout bon? On a perdu Dorian. Si on a perdu Dorian, on est mal. Merci Julien. Du coup, j'ai super. mis la. Ouais, c'est tout bon. J'ai mis la caméra, mais visiblement ça fonctionne pas. Non, on voit rien. Donc merci Julien. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc moi je m'appelle Dorian Mazig. Donc je suis conseiller employeur à la CEPAM de l'Ardèche. Et on va voir ensemble aujourd'hui, donc zoom sur la nouvelle embauche avec rappel des bonnes pratiques. On t'entend très mal, Dorian. C'est tout. On ne t'entend pas très très bien. Bon, c'est pas grave. Dorian, tu es toujours là? Je commence à me faire du souci. Bon, je suis très inquiet. Alors, je vois sur le forum des questions, je vous confirme, on n'entend pas très bien. Il a été déconnecté. Heureusement, on est plutôt réactif. Hein, vous allez le voir. Sabrina, est-ce que tu peux éventuellement prendre le relais, s'il te plaît? Du coup, tu es déchargé de ton volet modération, si c'est possible pour toi, bien évidemment. Est-ce que tu m'entends? Ouais, on t'entend. Je pense que tout le monde t'entend. C'est bon ou pas? Je te demande un instant, s'il te plaît, parce que du coup, je n'avais pas forcément prévu. Juste un instant, s'il te plaît. Ouais, oulala, t'inquiète. Et puis, je vais prendre le relais. En attendant. Donc, normalement, tu as la main sur le diaporama. Donc, bon, je me présente. Hein, du coup, je prends le relais. Sabrina Boudia, Merci, Sabrina. conseiller informatique et services. Donc, pour la CPM de Savoie. Et je suis chargée d'accompagner les entreprises sur les téléservices qui vous sont dédiés. Et ce matin, donc, on avait prévu de vous présenter 2 thématiques, donc à savoir la gestion des nouvelles embauches lorsque vous êtes amené à compléter les attestations de salaire en ligne. Et puis, donc, une deuxième thématique, donc, qui concerne les nouvelles modalités de gestion du congé paternité. Alors, on commence avec la nouvelle embauche. Donc, depuis le 18 janvier 2022, vous l'avez sans doute constaté, hein, pour les personnes qui sont amenées à établir les attestations de salaire. Les modalités de remplissage de vos attestations ont évolué dans 2 cas de figure bien précis. Donc, à savoir le premier cas, lorsque votre salarié a un arrêt de travail sur le mois de son embauche. Et le deuxième cas de figure, c'est lorsque votre salarié a été embauché pendant la période de référence
des salaires. Donc, c'est-à-dire dans les 3 mois qui précèdent son dernier jour de travail. Donc, ce que je vous propose, c'est de voir ensemble comment compléter ces attestations de salaire dans ces 2 cas bien précis. Hop. Je ne sais pas forcément l'endroit. Donc, sur cette diapo, on a le premier cas de figure, le salarié qui est embauché depuis le 1er décembre 2021. Il vous présente un arrêt de travail en janvier 2022. Donc, concrètement, lorsque vous allez devoir compléter votre attestation, il va falloir donc renseigner les salaires réellement perçus, donc à l'étape numéro 5 de votre saisie. Là, concrètement, sur la partie éléments de salaire, donc le salarié est embauché en décembre 2022, il a un arrêt en janvier. Donc, au niveau des éléments de salaire, on ne voit pas très bien sur la slide. Donc, pour les 3 mois de référence, on a octobre, novembre, donc vous indiquerez des salaires à 0, puisqu'il n'est pas encore présent dans l'entreprise. Et pour le mois de décembre, donc qui correspond à son mois d'embauche, vous allez indiquer tout simplement le salaire brut réellement perçu. À l'étape suivante, donc, il va falloir rétablir le salaire. Donc, pour les mois d'octobre et novembre, vous indiquerez donc des salaires établis à 0. En revanche, pour le mois de décembre, il faudra bien donc indiquer le salaire qu'aurait perçu le salarié s'il avait travaillé sur l'ensemble du mois de décembre 2021. Donc, dans notre exemple, on indique un salaire rétabli d'un montant de 200 € pour un contrat prévu à 151,67 €. Sur la diapo suivante, donc, en cas de nouvelle embauche sur la période de référence, donc, vous l'aurez compris, il y a une incidence sur les salaires de référence qui vont être modifiés. Et le salaire établi, il l'est uniquement sur le mois d'embauche. Donc, point de vigilance sur cette partie, salaire établi. Alors, la petite différence avec les entreprises qui ont pour habitude de transmettre leur signalement d'arrêt de travail sous la norme DSN, donc là, il n'y a pas de problème, ça se fait automatiquement. Les données, elles sont automatiquement utilisées pour rematérialiser l'attestation de salaire. Donc, c'est beaucoup plus simple si vous êtes en signalement d'arrêt de travail DSN. Je poursuis avec le deuxième cas de figure. Donc, sur cette diapo, on a donc le salarié qui est embauché en début de période de référence. Donc, il est embauché précisément le 15 avril. Il a un dernier jour de travail le 10 juin. Et donc, de la même manière, il va falloir donc renseigner les salaires réellement perçus. Donc, ici, pour le mois d'avril et mai, donc je rétablis les salaires uniquement sur les mois d'avril, donc qui correspond au mois d'embauche. Donc, on a mis un salaire établi ici sur la partie droite de la diapo, donc un salaire établi sur le mois d'avril. Et sur le mois de mai, donc il avait travaillé normalement, donc il n'y aura pas lieu de rétablir le salaire. Et donc ici, le calcul de l'indemnité journalière, il va se faire à partir des salaires suivants. Donc 0 pour le mois de mars, 750 pour le mois de avril, pardon. Non, pardon, 1500 pour le mois d'avril et 1500 pour le mois de mai. Ce que je vous propose, c'est de passer sur une thématique donc un peu plus, on va dire, récente en termes d'actualité. Donc, c'est les nouvelles modalités du congé paternité, donc ce qui change depuis le 6 juillet 2022. Donc, vous le savez, le nouveau congé paternité est en place depuis juillet 2021. Et il a une durée maximale de 25 jours pour la naissance d'un enfant et de 32 jours pour une naissance multiple. C'est la slide suivante, par contre. Hop.
Donc, il débute immédiatement après le congé de naissance de 3 jours, hein, donc les 3 jours qui sont payés normalement par l'entreprise, donc tel que prévu par le Code du travail. Donc, le salarié, il a la possibilité de prendre son congé de paternité et d'accueil de l'enfant, donc soit en une seule fois, ou alors il peut le faire, mais de façon fractionnée. Donc, il va pouvoir le fractionner son congé sur 3 périodes maximum. Et donc, depuis le 6 juillet 2022, donc pour permettre le traitement des indemnités journalières congé paternité, l'employeur il doit donc transmettre les périodes de fractionnement du congé, donc en complétant un tableau. Et ce que je vous propose, c'est de voir ensemble quel est le nouveau téléservice que nous mettons à votre disposition pour pouvoir nous transmettre ces périodes de fractionnement. Alors, pour les entreprises qui sont déjà en DSN, donc c'est beaucoup plus simple et plus rapide. Les données qui sont véhiculées dans la DSN de signalement d'arrêt de travail vont nous permettre à nous, CPAM, de récupérer les périodes de congé paternité. Ce qui veut dire que concrètement, pour vous, ce sera beaucoup plus simple. Hein, vous transmettez votre signalement d'arrêt congé paternité. Les congés de période de fractionnement, elles sont automatiquement aspirées et communiquées à l'assurance maladie. Et vous n'avez donc pas de démarche supplémentaire à faire. Donc, un petit résumé des démarches à opérer pour les entreprises qui sont en DSN. Vous envoyez, comme d'habitude, l'extrait d'acte de naissance sur la boîte aux lettres DSN PJ. Donc, on vous la communiquera dans le chat dès que Dorian se sera reconnecté. Ensuite, vous renseignez l'absence sur votre logiciel de paye. Vous validez votre signalement. Et ensuite, dernière étape, bien sûr, c'est de vérifier que l'attestation, le signalement que vous avez transmis a bien été traité par l'assurance maladie, donc en consultant votre tableau de bord, donc soit directement sur votre logiciel de paye ou en vous connectant sur Net Entreprise. Autre possibilité, et donc ça s'adresse uniquement aux entreprises qui ne seraient pas rentrées dans le dispositif DSN ou qui sont réellement dans l'incapacité de transmettre leur signalement d'arrêt de travail sous la norme DSN. Dans ce cas-là, vous pouvez passer par le portail Net Entreprise. Et vous avez donc un nouveau téléservice qui s'appelle Dépofi et qui va vous permettre de transmettre la période de congé de fractionnement. Donc, parallèlement, bien sûr, vous envoyez votre attestation de salaire comme vous le faites habituellement. Pour accéder à ce téléservice, une fois que vous êtes connecté au portail Net Entreprise, dans la rubrique Vos services complémentaires, vous avez donc un onglet Autres services. Vous sélectionnez tout simplement l'onglet Dépofi, donc date de congé et paternité. Et ensuite, le fichier congé paternité. Donc, il y a un fichier, un modèle qui existe. Donc, vous pouvez le récupérer sur le site amélie.fr. Mais là encore, ce qu'on va faire sur le chat, on vous enverra les liens hypertextes qui vous permettront de récupérer beaucoup plus facilement donc, ce modèle de fichier. Donc, ce modèle de fichier, donc quand vous allez vous en servir pour compléter vos périodes de fractionnement, il y a quand même deux, trois points de vigilance, c'est-à-dire qu'il ne faudra surtout pas mettre des accents dans les titres de vos colonnes, ni de caractères spéciaux d'ailleurs, ne surtout pas modifier l'ordre des colonnes. Donc, vous allez tout simplement compléter, renseigner le nom du contact de l'employeur, le prénom, le SIRET, le mail de l'entreprise, le NIR du salarié, la date de naissance du salarié, son nom, son prénom, la date de dernier jour travaillé et la fin de l'arrêt du congé paternité. Donc, une fois que vous avez renseigné ces éléments, vous allez pouvoir enregistrer votre fichier. Point de vigilance quand même, c'est les colonnes C, donc SIRET et NIR du salarié. Il faudra donc penser à modifier le format de la cellule. Donc, vous allez tout simplement sélectionner nombre et indiquer 0 décimale. Donc, tel que vous le voyez à l'écran sur la diapo.
Donc, vous l'enregistrez au format CSV séparateur point virgule. Vous l'enregistrez sur votre ordinateur, tout simplement. Et une fois que vous avez effectué cette étape, tout simplement, vous allez vous reconnecter sur le téléservice d'EPOFI, tel qu'on l'a vu précédemment. Vous allez joindre votre fichier CSV et puis donc l'envoyer. Et vous avez donc un message qui vous confirme que le fichier a bien été déposé et envoyé. Un petit résumé pour la saisie en 4 temps, donc pour les entreprises qui n'ont pas vraiment le choix et qui sont dans l'obligation de saisir leurs attestations de salaire sur Net Entreprise. Donc, première étape, j'envoie, comme on l'a vu précédemment, l'extrait d'acte de naissance du salarié. Si vous êtes en possession de l'extrait d'acte de naissance, si votre salarié a déjà fait le nécessaire, c'est inutile de nous le transmettre. Vous pouvez donc ensuite utiliser le téléservice d'EPOFI donc pour nous transmettre les périodes de fractionnement, donc une par une, ligne par ligne. Inutile de nous transmettre toutes les périodes de fractionnement parce que c'est possible que vous ayez connaissance de toutes les périodes de congé paternité que le salarié prendra d'ici la fin de l'année, on va dire. Donc, c'est inutile de nous les transmettre toutes d'un seul coup. Ce qui est important, c'est d'envoyer un premier fichier des dates de congé paternité et votre attestation de salaire qui correspond. Et pour les périodes ultérieures, vous ferez la même chose en fin de compte. Je fais mon attestation de salaire sur Net Entreprise. Et ensuite, là encore, on s'assure du suivi du traitement de l'attestation que vous avez transmise. Vous pouvez notamment vérifier ces informations sur votre adresse mail puisque les comptes rendus vous sont remontés directement sur votre messagerie électronique. Un focus sur l'extrait d'acte de naissance qui suscite encore pas mal d'interrogations de la part des entreprises. Alors, c'est vrai que nous, on a pour habitude de demander aux entreprises de nous envoyer ces justificatifs d'extrait d'acte de naissance. Pourquoi on vous le demande? Parce que les salariés ne font pas forcément le nécessaire. Et puis, par ailleurs, l'enfant peut très bien être enregistré sur le dossier de la maman ou inversement. Et donc, on n'a pas forcément les informations et les dates précises de la naissance de l'enfant. Donc, si vous êtes en possession du document, n'hésitez pas à nous le transmettre. Dans la balle boîte aux lettres dsnpj.cpam, donc vous aurez sur le support de toute façon le lien hypertexte dans lequel vous allez pouvoir récupérer toutes les adresses mail pour l'ensemble des caisses de France. On va vous les communiquer également sur le chat. Je vous enverrai le lien hypertexte pour pouvoir récupérer cette liste. Au niveau de l'objet du mail, on vous conseille de bien préciser votre SIRET et de nommer la pièce jointe avec le numéro de sécurité sociale. C'est vrai que ces informations au niveau CPM, pour le gestionnaire qui aura à traiter les dossiers, ce sera quand même beaucoup plus facile. Et donc, ce sera moins long pour lui de faire le rapprochement de toutes les pièces du dossier et du coup de mettre en paiement le dossier en question. Voilà pour la présentation. Merci Sabrina. Merci beaucoup et désolé pour le contretemps. Vous avez vu, on a toujours des personnes qui assurent un max. Encore merci Sabrina. Je vais juste, comme je vois pas pourquoi tu passerais, tu as voulu présenter, tu as voulu, on va dire ça comme ça. J'ai juste 2 petites questions, bien évidemment, donc j'en ai relevé 2. La première, c'est mon salarié souhaite fractionner son congé paternité en 3 périodes. Combien de signalements d'arrêt de travail dois-je transmettre? Alors, le salarié souhaite fractionner son congé en 3 périodes et donc on est sur de l'ADSN. Donc là, concrètement, il faudra transmettre 3 signalements DSN. 3 signalements DSN pour qu'on puisse derrière effectuer le paiement des congés paternité. Ok, super, merci. Et j'ai pris la plus difficile, non, je plaisante. Quelle date de dernier jour de travail est à mentionner sur l'attestation de salaire du congé paternité? Alors, la date de DJT, c'est vrai qu'on n'en parle pas forcément là sur les
notre présentation, eh bien, concrètement, en fait, l'employeur, il doit indiquer ici le jour qui précède la date de début du congé paternité CPAM. J'insiste sur le congé pater CPAM parce que souvent, on a des attestations qui sont transmises avec une date de DJT qui précède les 3 jours accordés par l'employeur. Et donc, c'est faux, hein, concrètement, c'est une erreur. Et je vais vous donner un exemple. On a donc un enfant qui est né le 17 août. Donc, on considère que le parent prend son congé paternité le lendemain, donc du 18 août au 20 août. Donc ça, ce sont les 3 jours employeurs. Et du 21 août au 24 août, donc, on va décompter les 4 jours qui seront indemnisés par l'assurance maladie. Donc, dans cet exemple concret, la date de dernier jour de travail à indiquer sur l'attestation de salaire ou le signalement DSN, hein, ce sera le 20 août, donc bien la veille du congé paternité CPAM. Super. Merci Sabrina. Je t'en prie. Il ne s'est pas reconnecté, Dorian? Il n'a pas pu se reconnecter? Non, a priori, non, je ne crois pas. Mais bon, c'est pas bien grave. On va donner la main à nos organismes complémentaires. Oui, bonjour Julien. Salut Quentin, je te laisse la main, c'est tout bon? Ouais, c'est tout bon. Impeccable, merci. Merci. Bon, je vais couper mon micro. Eh bien, bonjour à tous. Je me présente Quentin Ly, qui représente le CETIP, le Centre technique des institutions de prévoyance, pour le compte des 3 fédérations aujourd'hui, puisque malheureusement, Jean-Marc Cellier, qui représente France Assureur, et Circe Crouch-Guilhem, qui représente la Mutualité française, n'ont pas pu se rendre disponibles et s'en excusent. Donc aujourd'hui, moi, je vais vous parler d'un petit outil de contrôle qui existe aussi côté organisme complémentaire. Attendez, excusez-moi. Hop, voilà. Qui existe côté organisme complémentaire et qui permet de contrôler vos données qui sont présentes dans la DSN à destination des organismes complémentaires, donc qui gèrent vos contrats, je le rappelle, de contrats de prévoyance, contrats de santé et contrats de retraite supplémentaires. Bon, alors, qu'est-ce que l'outil DSN FPOC dont je vais vous parler aujourd'hui? Donc, c'est un petit outil de contrôle, donc un petit logiciel qui est développé gratuitement par les 3 fédérations d'organismes complémentaires, donc le CETIP, la FNMF et la FFA, et qui est à destination de tous les déclarants DSN et les tiers déclarants DSN. L'objectif de ce petit outil qui s'utilise très facilement, c'est d'éliminer dans vos DSN les anomalies qui pourraient faire l'objet d'un CRM avant que vous déposiez votre DSN sur le bloc 1, sur votre tableau de bord Net Entreprise. Donc, l'intérêt de cet outil, il est là, c'est-à-dire que plutôt de déposer une DSN et d'attendre un retour de l'organisme complémentaire qui vous informe que telle donnée sur un numéro de contrat n'est pas bonne, tel salarié est mal rattaché à un contrat ou des choses comme ça, l'outil DSN FPOC, lui, avant que vous déposiez votre DSN sur le tableau de bord Net Entreprise, va vous faire ces mêmes remarques, ces mêmes remontées avec un petit bilan d'anomalie. Donc, comment il fonctionne cet outil DSN FPOC? Donc, il confronte en fait votre DSN, qui est issu de votre logiciel de paye, le contenu de votre DSN, donc dans le logiciel de paye, au contenu de la fiche de paramétrage que vous avez et qui est mis à disposition par vos ou votre organisme complémentaire pour justement paramétrer les infos du logiciel de paye dans le cadre de la production de la DSN. Donc, c'est très simple. On a une petite interface d'un logiciel qu'on allume. On dit, voilà la DSN que je veux contrôler. Et l'outil de lui-même va rechercher sur votre poste de travail la fiche de paramétrage qui correspond à ce SIRET déclaré et effectue le contrôle sur tous les éléments qui sont à destination des organismes complémentaires. Donc, bien évidemment, puisqu'on compare les données de la DSN à la fiche de paramétrage, l'outil nécessite quelques prérequis, notamment le téléchargement des fiches de paramétrage au format XML. Donc, ces fiches, elles sont disponibles sur le tableau de bord Net Entreprise. Je rappelle, mise à disposition des organismes complémentaires et remontées directement sur votre tableau de bord.
il existe 2 formats mis à disposition. Un format PDF, on va l'évoquer un petit peu plus loin, vous verrez. Donc celui-là, il est très lisible par vous, mais il a pour inconvénient de ne rien pouvoir automatiser d'un point de vue informatique, à la différence du format XML, qui est un format fichier technique, mais qui permet d'être lu par tous les outils informatiques et notamment les logiciels. Donc, je vous en ai parlé, l'outil il effectue un rapprochement automatique de la DSN qui veut être contrôlée et de la fiche de paramétrage grâce aux sirènes et aux sirènes déclarées. C'est-à-dire que si vous avez dans un petit dossier de votre ordinateur une multitude de fiches de paramétrage qui concernent plusieurs dossiers, si vous êtes un expert comptable, eh ben, sachez que l'outil de lui-même, il va détecter automatiquement la fiche qui correspond à la DSN qui veut être contrôlée. Et ensuite, en comparant les données qui sont présentes dans les 2 fichiers, eh bien, il vous sort un bilan d'anomalie qui vous permet d'avoir donc plusieurs types d'informations. Des informations qui sont affichées comme anomalies bloquantes. Par exemple, vous n'avez pas renseigné un numéro de contrat associé à une affiliation prévoyance et ce numéro de contrat est obligatoire dans la DSN pour pouvoir rapprocher les données une fois que l'organisme recevra le fichier. Donc, l'outil va vous dire, attention, dans telle rubrique de la DSN, il manque le numéro de contrat. Et vous allez voir, cet outil, il permet de sortir un bilan d'anomalie qui est assez technique, mais qui a une fonction de simplification. Donc, on clique sur un petit bouton qui permet de sortir un fichier un petit peu plus lisible, qui explique chaque anomalie, qui décrit dans quel endroit de la DSN se pose l'anomalie et quelle donnée a été prise en référence pour pouvoir faire le contrôle. Voilà, donc après, les corrections de paramétrage sont bien sûr à effectuer, soit directement dans le logiciel de paye afin de ressortir un fichier DSN, soit directement à la main par le gestionnaire dans la DSN si celui-ci est à l'aise avec la norme. Mais l'objectif, c'est de modifier sa DSN avant de l'envoyer sur le tableau de bord net entreprise pour qu'une fois qu'elle soit à destination de l'organisme complémentaire, celle-ci soit lue sans problème et interprétée sans aucun problème également. Excuse-moi, Quentin. Oui. Excuse-moi. Juste, j'attire l'attention des participants sur le fait qu'on ait publié des sondages. Donc, je vous invite à y répondre. Merci, excuse-moi, Quentin. Ben non, merci Julien, c'est très bien. C'est un petit sondage sur l'utilisation de l'outil, justement, puisque on est en train de mesurer, côté fédération d'organismes complémentaires, là, tout le niveau de pénétration de l'outil au sein des déclarants. On voudrait qu'il soit de plus en plus utilisé, puisque on a un petit slogan entre nous qui dit « Utilisation de DSN FPOC, fin des CRM KO ». Donc, on pense que c'est très bénéfique pour les déclarants. Donc, quels sont les contrôles effectués par l'outil? Je les ai évoqués très, très rapidement, mais il vérifie donc l'exactitude des références contrats de prévoyance, des codes options, des codes population. Lorsque vous déclarez un salarié avec un statut cadre, il vérifie que l'affiliation qui a été faite sur celui-ci dans la DSN correspond bien au contrat cadre et pas à un éventuel autre contrat non cadre. Il va assez loin dans les contrôles qu'il effectue, mais très, très, très spécifiquement sur des données qui sont relatives aux organismes complémentaires. Il ne nous sortira pas d'anomalies sur des données qui sont à destination d'autres organismes. Donc ensuite, il examine aussi la cohérence des périodes de validité des paramètres contrats, puisque on sait que les fiches de paramétrage et les contrats évoluent dans le temps. Donc, en tant que déclarant ou tiers déclarant, vous êtes amené à recevoir plusieurs fiches de paramétrage éventuellement dans l'année avec des périodes de référence qui sont différentes. Une fiche pour le début de l'année, pour la fin de l'année. L'outil, il est assez intelligent pour une fois que vous avez déposé vos fiches au format XML dans un dossier spécifique sur votre ordinateur pour aller vérifier les périodes de validité des paramètres contrats utilisés et de pouvoir vous remonter des anomalies très cohérentes en fonction de la DSN et de la période déclarée dans la DSN produite. Il s'assure aussi de la complétude des données déclarées pour les cotisations, c'est-à-dire qu'on a un ensemble de blocs dans la DSN 78, 79, 81 qui remontent toutes les informations de cotisation de façon individuelle pour chaque salarié. DSN FPOC est capable de vérifier la cohérence de ces cotisations déclarées en fonction du taux qui est émis dans la fiche de paramétrage et des éléments de salaire lorsque ceux-ci sont assez simples. Il vérifie également la cohérence des blocs paiement, puisque si vous avez des blocs 55 qui détaillent les paiements par contrat, qui donnent une somme totale à payer et que le bloc 20 n'est pas en adéquation avec l'ensemble de ces blocs 55, DSN FPOC va vous faire une petite alerte également. Donc voilà pour les contrôles qui sont effectués par l'outil. Son utilisation maintenant, on a parlé de qui avait produit l'outil, à qui il était destiné, quel type de contrôle il faisait et quels étaient ses atouts. Donc
Maintenant, comment on l'utilise, ce petit outil? Donc, déjà, sachez qu'il est utilisable très facilement sur le poste de travail Windows par l'utilisateur de l'ordinateur. C'est-à-dire qu'il suffit d'aller sur une URL sur Internet, de télécharger l'outil, de l'installer, et tout de suite, il est utilisable. Il va vous demander d'aller lui définir où sont placées vos fiches de paramétrage dans une architecture de dossier Windows. Mais une fois que c'est fait, vous rapprochez votre DSN, vous lui dites on contrôle cette DSN et il va chercher automatiquement les fiches. Cet outil, il est utilisé également, pour information, directement par les éditeurs de logiciels de paye et sur ce qu'on appelle les plateformes éditeurs type jedéclare.com. Pourquoi il est utilisé directement par les éditeurs? On a eu le souhait, au-delà de le rendre disponible aux déclarants, de proposer ce qu'on appelle cet outil, ce qu'on appelle en mode SAS, c'est-à-dire avoir la possibilité de le cacher derrière un autre logiciel, type logiciel de paye, afin de, en cliquant sur un bouton ou quel que soit le développement d'interface qui permet de l'utiliser, d'avoir accès à l'outil pour directement contrôler la DSN dans le logiciel de paye. Donc, on sait qu'on a un certain nombre d'éditeurs qui ont déjà implémenté cet outil dans leur solution dans leur solution logicielle. D'autres ne l'ont pas encore fait. Si jamais vous souhaitez voir cette fonctionnalité ajoutée à votre logiciel de paye, celui que vous utilisez, n'hésitez pas à prendre contact avec votre éditeur en lui proposant gentiment de prendre contact avec nous pour l'installer. Donc, les déclarants utilisant DSN FPOC, ils apprécient énormément le gain de temps que cela procure, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir à gérer des régularisations ou des anomalies en retour d'une DSN transmise, la possibilité de faire ce contrôle avant de déposer la DSN et de l'envoyer aux organismes permet un gain de temps évident. Et bien sûr, il garantit une meilleure qualité des données qui sont présentes dans vos déclarations. Voilà, donc vous avez dans le bas de ce petit slide l'URL qui permet d'aller visiter le site qui met à disposition l'outil en téléchargement. Vous avez de nombreux documents qui sont associés à ce téléchargement disponible, un guide de prise en main rapide, une description des fonctionnalités et de quoi prendre en main l'outil assez rapidement et assez facilement. Voilà pour ce qui est de l'outil DSN FPOC. Je vous propose de descendre toute la fin de la présentation et de me poser les éventuelles questions à la fin. Donc maintenant, je vais vous parler rapidement des fiches de paramétrage. Une petite évolution qui a été mise en place sur les fiches de paramétrage OC cette année. Donc, vous aviez souhaité, enfin, on a vu pas mal de remontées sur la nécessité de parfois, sur des fiches qui sont assez denses dans certains contrats qui sont signés, la possibilité de faire apparaître les indicateurs de changement dans les fiches de paramétrage. Donc, qu'est-ce qu'un indicateur de changement? C'est pouvoir identifier de façon visuelle cette fois, puisque dans les fichiers techniques, ce n'est pas la visée de ces fichiers, mais sur des PDF, donc sur les PDF qui sont mis à disposition sur votre tableau de bord net entreprise des fiches de paramétrage, on souhaitait voir identifier les changements qui sont apportés d'une fiche à l'autre, c'est-à-dire que parfois des contrats ont des taux et des paramètres qui sont très pérennes dans le temps, mais parfois, il y a des nécessités qui obligent le renouvellement de la fiche de paramétrage pour faire évoluer les taux, pour faire évoluer une surcomplémentaire qui a été ajoutée en signature ou des choses comme ça. On a mis en place des petits indicateurs changement. Donc, vous verrez, c'est de façon assez simple parce que c'est assez complexe. Mais l'objectif, c'est que le déclarant identifie rapidement les lignes modifiées sur la fiche PDF qu'il reçoit. Alors, le prérequis qui est un petit peu embêtant et qui limite un petit peu le déploiement de cette fonctionnalité, c'est que pour qu'un organisme vous fournisse une fiche avec cet indicateur de changement, il faut bien évidemment qu'il renseigne systématiquement dans toutes les fiches et dans toute votre fiche tous les changements qui ont été apportés. S'il n'est en capacité de toper qu'une partie des changements dans la fiche qu'il vous met à disposition, on leur a donné pour consigne de ne pas mettre en œuvre l'évolution parce que vous auriez le risque de manquer justement un changement dans la fiche de paramétrage. Donc, pour les organismes qui sont capables de toper tous les changements qu'ils émettent dans une fiche, ils ont la possibilité désormais de vous fournir un petit indicateur. On va tout de suite le voir sur la fiche de paramétrage là. Alors, je ne sais pas si vous voyez assez grand, mais en bas, il y a une petite flèche rouge là. Et un petit message qui dit « Attention, cette fiche de paramétrage contient des paramètres contrats modifiés. Les lignes concernées sont identifiées par le symbole flèche rouge situé dans la première colonne de la ligne de cotisation. » Et là, quand vous voyez donc une fiche, un type de modèle de fiche, vous voyez sur la gauche qu'on a une petite flèche rouge qui indique le paramètre contrat qui a été modifié par rapport à la fiche précédente.
Donc, voilà, donc cette fonctionnalité, elle a été la fiche de paramétrage, les spécifications de la fiche de paramétrage OC permettent la prise en compte de cette fonctionnalité depuis 2022. Néanmoins, on sait que tous les organismes ne l'ont pas forcément encore déployé et tous ne seront pas forcément en capacité de le faire. Ensuite, un dernier petit point concernant les organismes complémentaires aujourd'hui dont je vais vous faire part, même s'ils ne concernent pas très spécifiquement les déclarants et les tiers déclarants, mais plus les éditeurs de logiciels de paye. Il s'agit de la fin de validité des codes organismes complémentaires. Donc, pour information, les codes que vous pouvez déclarer dans la DSN, dans les rubriques 15.02 pour le code organisme de prévoyance et dans la rubrique 15.03 pour le code délégataire de gestion, sont des codes qui sont gérés dans des tables de nomenclature au niveau du bloc 1 de la DSN. Vous avez l'intitulé des tables là, même si ce n'est pas vraiment très pertinent. Ces tables, en fait, elles sont mises à jour le 24 de chaque mois. Et le 24 de chaque mois, donc on est en cours de mois, c'est un petit peu compliqué de définir, lorsqu'on a des fins de code, des dates de fermeture. On a compris côté organisme qu'il y avait un problème avec la prise en compte de ces dates de fermeture dans les tables. Donc on a décidé en gros d'uniformiser nos dates de fermeture de code à la fin de chaque mois. Donc maintenant, tous les codes qui seront transmis avec des dates de fin à tous les déclarants DSN le seront transmis avec une date de fin au 31 de chaque mois. Ceci afin d'harmoniser toutes les pratiques et d'éviter tous les problèmes de présence d'un code le mois suivant ou des choses comme ça. Donc, par exemple, vous avez deux petits exemples là, de dates. Lorsqu'un code est fermé au 31 janvier 2022, par exemple, lorsque l'information de fermeture d'un code dans la table est remontée au 31 janvier 2022, la prise en compte réelle de la fermeture de ce code se fera le 24/02/2022. Donc, vous voyez bien que dans ce petit laps de temps, on a le risque que des déclarations soient transmises avec ce code-là, soient acceptées par le bloc 1, mais non remises après au destinataire final éventuellement si le code est fermé. Donc, on a cette petite problématique-là et on voulait vous la signifier. Une petite information sur la problématique que posent ces choses-là, c'est en cas de régularisation sur une période déclarative antérieure. Donc, lorsque vous avez un code fermé sur le serveur nomenclature, votre DSN ne peut plus comporter ce code. Et si vous la déposez sur le bloc 1 avec un code qui n'est plus existant dans les tables, elle sera refusée. Or, la consigne en cas de régularisation pour tous les déclarants, c'est si on est en 2022 et qu'on fait un mois de paye sur février 2022, mais qu'on doit effectuer dans notre DSN une régularisation sur 2021, on doit faire cette régularisation à destination de l'organisme qui était assureur du contrat à l'époque et sur la base des taux qui étaient valables à l'époque. C'est le principe du fait générateur un petit peu en DSN. Et dans le cas d'un code fermé, on voit que ce n'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans un cas comme ça lorsqu'on est déclarant et qu'on veut effectuer cette régularisation? Nous, on vous conseille de prendre directement contact avec votre nouvel organisme assureur de contrat dans ce type de cas, puisque cette régularisation peut ne pas être à effectuer en DSN ou ne pas être demandée par le nouvel organisme qui n'a aucun lien avec la reprise des anciens contrats. Mais ça se peut aussi que le nouvel organisme qui assure votre contrat ait repris un portefeuille existant dans l'ancien organisme et puisse recevoir, même si ça concerne des données qu'il n'a pas gérées l'année précédente, puisse recevoir la régularisation, la traiter dans son système pour être au plus près des éléments de gestion concernant la régule attendue. Voilà. Cette partie sur la fin de code de nomenclature, laissez-la un petit peu de côté. Retenez qu'un seul message concernant ces 3 derniers slides, c'est que votre fiche de paramétrage contient les codes qui sont attendus dans la DSN pour les organismes complémentaires. Si vous voyez apparaître des tables de nomenclature avec des fins de code, tous les organismes assureurs de contrat et tous les OC auront anticipé cette fermeture de code en vous envoyant une nouvelle fiche de paramétrage valide sur la bonne période avec le code attendu dans la DSN pour gérer les contrats. Voilà pour moi. J'en ai terminé. Peut-être si vous avez des questions sur l'ensemble de ma présentation. Julien, je ne sais pas si vous avez regardé le chat. Alors, bien évidemment que j'ai regardé le chat, Quentin. Tu ne croyais pas que tu allais t'en sortir comme ça. Alors, première question, c'est comment est-on informé qu'une fiche de paramétrage a changé?
Alors, pour être informé qu'une fiche de paramétrage soit changée, il faut consulter son tableau de bord Net Entreprise. L'ensemble des relations sur les fiches de paramétrage entre l'organisme et le déclarant ou le tiers déclarant se fait au travers du tableau de bord. Et la petite information, c'est que lorsque vous avez une fiche qui apparaît sur votre tableau de bord, qui vient d'être transmise par un organisme, vous avez des notifications qui sont transmises par Net Entreprise et vous avez la possibilité de vous abonner à ces notifications. Donc, vous vous connectez sur votre tableau de bord, mes fiches de paramétrage, m'abonner aux notifications, c'est une petite coche, vous cliquez dessus et à chaque fois qu'il y aura une mise à jour de fiche, vous serez informé directement par mail. Impeccable. Deuxième question, plus dure. Allez, choisis la plus dure. Alors, mon logiciel de paye ne permet pas d'intégrer les fiches XML et je ne comprends pas comment utiliser les données des fiches de paramétrage en PDF afin de les intégrer. Need help. Alors oui, là, c'est une question un petit peu plus compliquée. Mais alors là, je pense que c'est un problème soit d'interface directe avec, d'IHM de votre logiciel de paye qui n'est pas assez clair et qui ne vous permet pas d'aller renseigner le numéro de contrat, le taux, toutes les informations de paramétrage pour votre DSN. Soit c'est une fonctionnalité d'intégration XML, oui, qui fonctionne pas ou qui fonctionne mal, puisque participant au SDDS côté JPMDS, il y a très peu de logiciels maintenant qui n'intègrent plus les fiches de paramétrage XML. Hein. Et pour moi, c'est un prérequis presque nécessaire au bon paramétrage du fichier DSN que vous envoyez. Donc moi, je vous encouragerais là-dessus à vous rapprocher de votre éditeur pour lui demander le développement d'une intégration XML simple des fiches de paramétrage ou à défaut, un petit mode opératoire de paramétrage pour que depuis votre PDF de fiches, vous puissiez aller renseigner les données prépondérantes et les plus importantes dans le bon endroit dans le logiciel. Mais malheureusement, je ne vais pas vous aider beaucoup plus sur ce type de questions. Eh ben, écoute, c'était déjà une réponse plutôt complète. Merci Quentin. Eh ben, je pense qu'on en a terminé. 11h24, je crois qu'on est au top au niveau du respect du timing. Donc, merci aux personnes qui ont présenté les diapos. On vous laisse encore quelques petites minutes sur le chat éventuellement pour poser des questions si nos modérateurs peuvent répondre. Sinon, de toute façon, une nouvelle fois, je le répète, hein, si on ne peut pas répondre à l'intégralité des questions qui sont posées sur ce chat, bien évidemment, on y répondra de façon en vous renvoyant le fichier de la foire aux questions avec les réponses approprié. Je pense qu'on va libérer tout le monde, ça sera plus simple. Je vous remercie une nouvelle fois de votre attention, de votre participation. Et puis, merci aux intervenants et aux modérateurs pour votre contribution. Et puis, écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, une très bonne fin de semaine. Et puis voilà, et puis à bientôt, j'espère, et puis pour vous présenter tous nos outils du mieux possible et vous aider à mieux les utiliser. Voilà. Merci à tous et très bonne journée. Au revoir. Merci Julien.